Jusqu'où la constitution musicale peut-elle s'étendre et quelle est l'extension de son pouvoir absorbant? Y a-t-il quelques matériaux audibles dans l'univers qui soient irréductiblement réfractaires à cet engloutissement, qui ne puissent être admis dans le monde des sons musicaux, moyennant une opération minimale de traitement? On voit bien que poser la question ainsi, c'est déjà y avoir répondu. En soi, il n'y en a pas. A priori, rien d'audible, sonorité ou silence, ne saurait être épargné par la dévoration musicale. Son extension ne peut pas trouver de limite, la question ainsi posée, invitant par elle-même à un nominalisme musical tout-puissant. On peut toujours supposer que l'univers audible, pourvu qu'il soit écouté d'une certaine manière, est constituable en monde musical. C'est ainsi que le musicologue Jean-Jacques Nattier présente la position du musicien John Cage comme un nominalisme musical absolu. Je cite Nattier, « Partie d'échec, je te baptise concerto », aurait-il pu dire, il parle de Cage, de la même façon que Duchamp transformait un urinoir en sculpture. Cage fait du ready-made musical où tout devient acceptable par souci de liberté absolue. Il faut réaliser une situation entièrement nouvelle dans laquelle n'importe quel son ou bruit puisse aller avec n'importe quel autre. Mais c'est justement par la considération attentive de cette extension à l'infini que réapparaît le problème de la distance que je posais au début de mon exposé, et que surgit le hors musical comme condition de toute musique possible, et qu'apparaît ici le rôle déterminant du concept de fiction. Imaginons un instant que l'absorption de tout audible possible dans le monde musical, que ce ne soit pas simplement une hypothèse, mais qu'elle soit réelle, qu'elle soit effectuée, que nous puissions vraiment la vivre. Autrement dit, que la thèse d'une expérience musicale sans limite, où l'oreille serait plongée constamment dans un son musical, soit avérée et qu'elle sature notre expérience auditive, qu'elle épuise notre expérience auditive. En bref, que la musique soit toute. Alors ça peut se faire par deux voies symétriques. Il y a deux possibilités pour y arriver. Ou bien c'est la réalité de l'infinité de l'univers audible qui est englobée dans l'expérience musicale. Et aucun audible possible ne peut alors briser l'écoute distanciée, ne peut par exemple faire revenir l'auditeur au niveau d'une perception hétérogène, une perception causale. Il n'y a plus de bruit capable de me tirer en arrière et de trouver le continuum entièrement acousmatique qui est devenu mon univers audible, parce que le bruit est disqualifié, étant ipso facto réputé, promu, son musical. Ça, c'est la première possibilité. Ou bien, cas symétrique, le monde musical, ou un monde musical, quelle qu'en soit la constitution, est seul proposé à l'oreille, mis en situation de ne pas pouvoir en sortir. On enferme quelqu'un, on ne fait entendre que des sons musicaux. C'est l'expérience du music room, évoquée par Roger Scruton, dans son ouvrage The Aesthetics of Music. Sorte de cellule pythagoricienne où les sons ne peuvent être entendus que comme rapportés les uns aux autres, comme musique. Présenté comme un paradis musical, on s'aperçoit très vite que c'est une cellule de torture. C'est un music room. Cette double possibilité de réalisation de la coextensivité de l'expérience auditive, univers audible, et du monde musical, de telle sorte qu'aucun audible ne reste, que rien ne manque à la musique, aboutit dans les deux cas à une situation identique. Nous obtenons en effet une coextensivité de l'acoustique et de l'acousmatique, de l'audible et du musical, du bruit et du son, en ce sens que toute perturbation devient impossible. Soit parce qu'elle est réputée immédiatement ne pas être une perturbation, soit parce qu'elle est rendue impuissante à pénétrer le continuum musical. Le parasite n'y est pas simplement exclu, ni même refoulé, ce qui est le cas de la coexistence entre l'univers audible ordinaire et le monde musical. Dans une salle de concert où quelqu'un se met à parler, on fait taire le parasite, on l'exclut. Non, là, il n'y a pas d'exclusion du parasite. Le parasite est fort clos, impensable. Ainsi, la thèse d'une musique totale, d'une musique imperturbable, ne peut-elle se réaliser qu'en supposant soit un auditeur déjà fou par hypothèse, incapable de distinguer le son comme événement contemplatif et le son comme événement en relation à des choses, soit un auditeur rendu fou par l'enfermement dans cette chambre de torture qu'est le music room. Voilà le charme puissant, le pouvoir narcotique de la musique, ce qui fait qu'elle envoûte les suivants d'Orphée, mais qu'aussi, comme le dit Pascal Quignard,
Elle se tient déjà tout entière dans le coup de sifflet du SS. Voilà pourquoi cet univers de rêve, une fois pris au sérieux et formant réel, a pour vérité un cauchemar, c'est-à-dire un rêve qui n'est même pas rêvé par un sujet capable de refoulement, confronté à des interdits, puisqu'il est impossible d'en sortir. C'est exactement ce que décrit dans un autre ordre Georges Perec, dans l'île qu'il invente, dans le roman intitulé W, le souvenir d'enfance. C'est un livre sur la fiction, c'est un livre sur des tas de choses, bien sûr, sur les camps de concentration. Mais c'est un livre dans lequel la fiction elle-même est piégée parce qu'elle devient le seul réel possible. Il n'y a plus de point de fuite dès que le fictif et le réel sont indistincts. La suture du point de fuite a pour corrélat l'abolition du sujet. L'absence de distance abolit toute liberté, et on s'aperçoit bien sûr à la fin du livre, enfin on s'en aperçoit même à mi-parcours, que ce qui est décrit dans ce livre, c'est un camp de concentration. Un tel monde musical n'est pas un monde à proprement parler, celui que je viens de décrire, celui du music room, ou bien celui de la coextensivité de fait entre l'univers audible et celui du son musical. Il n'y a plus de fiction, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de réel non plus. Un tel monde musical n'est pas un monde à proprement parler, puisque rien ne reste au dehors, rien n'y étant exclu hors musique, soit par permissivité absorbante, soit par impossibilité absolue. Ce cauchemar de l'audible dans lequel le parasite est fort clos, où l'oreille affolée et comme droguée n'a plus la possibilité d'osciller, c'est un univers d'où les choses sont non seulement absentes, mais où cette absence n'a même plus de place nommable, ce n'est même pas un manque. Mais qui ne voit qu'une oreille à laquelle rien ne manque a déjà été dessaisie de son écoute critique. De même, une intelligence qui ne saurait pas faire l'expérience de l'erreur serait d'une infinie bêtise, dans sa possession sans faille de toutes les idées vraies, dans son omniscience et sa divine idiotie. J'évoquais des conséquences morales. La coextensivité du réel et du fictif. Je crois qu'elle est très bien, elle est emblématiquement représentée par cette coextensivité de l'audible et du monde musical. Cette coextensivité du réel et du fictif, en abolissant le sentiment même du réel et du fictif, efface le point critique qui rend la pensée et la liberté possible. Cette coextensivité qui rend les gens fous n'a d'autre structure que la confusion entre l'interdit et l'impossible. C'est la constitution même de toute subjectivité qui est ainsi rendue inopérante, obturée. La notion de transgression devient impertinente, soit parce qu'elle a été elle-même érigée en prescription, et alors on ne peut plus se libérer de rien, puisque tout est non seulement permis, mais tout est obligatoire, soit parce qu'elle a été rendue impossible, et alors on ne peut pas se libérer, puisque l'idée même de liberté est abolie. Pour qu'il y ait respiration, vie et pensée humaine, encore faut-il que l'interdit soit posé comme tel, et que la puissance du négatif ménage au moins l'aisance d'un espace critique. Il faut que les parasites soient possibles, car leur exclusion même suppose leur reconnaissance, ainsi que celle du monde qui les exclut en les reconnaissant. Il faut que les parasites soient possibles et qu'on les exclue, bien sûr. L'exclusion est le contraire d'une forclusion, parce que les exclure, c'est les reconnaître. Avant même la réflexion freudienne, je rappellerai quand même que Hegel a écrit des pages profondes là-dessus, dans sa théorie du criminel comme sujet du droit.